50, Passard Frontiera, on estime Passard à 07 10 0. Alliance 114, rappelez stable niveau 150 sur la Passard Frontiera. Appel stable 150, Passard Frontiera. Le vaisseau l'attache à bonbon. Alors, pour ce matin, le cancer prévu à 11h20, le Air France est à l'heure et le 977 prévu à 11h35. Première chose pour vous le matin, c'est de vérifier l'heure d'arrivée des avions. De tous les avions, mettre à jour les tableaux, surtout pour les gens qui attendent, et en même temps le serveur vocal et le site internet. Voilà. Ben là en fait, je prépare la visite des pistes, enfin des parkings avions et puis les galeries. Vous faites ça à quelle heure tous les matins? C'est le matin avant l'arrivée des avions. On vérifie tout le matériel, que ce soit l'ascenseur, les pentes, on met aussi les escalators en route pour toute la journée. L'escalator 5 HS, il n'est pas utilisable aujourd'hui. Je pense qu'il était en panne hier. Il y a eu déjà une demande d'intervention, mais on signale quand même que c'est toujours en panne. Là, on est côté piste. On va contrôler le parking avion. Inspection du sol pour voir s'il n'y a pas de tache d'huile, s'il n'y a pas de pièces métalliques ou je sais pas, un boulon, un écrou qui traîne, comme là, il y a une tache d'huile. Comme c'est glissant, c'est de l'huile. On va faire une demande d'intervention pour faire le nettoyage et après ça sera facturé aux compagnies qui étaient là la veille. De balisage, bonjour. Non, balisage. On est sur le parking commercial face à la bretelle Charlie pour l'inspection du balisage. Balisage est approuvé, vous pouvez commencer l'inspection, je vous allume la totale. Ok, bien reçu. Donc pour information, on va commencer par le C14 et on est 2 véhicules. Du balisage. Tous les jours, on doit faire une visite du balisage des pistes, donc afin de contrôler tout ce qui est lumière, aussi bien sur les côtés, sur tout ce qui est panneaux, tout ce qui est signalétique sur les pistes en gros. Apparemment, on a une ampoule brûlée sur notre papy. Et le papy, c'est un instrument d'approche qui permet aux avions de caler leur angle de descente par rapport aux pistes. Quand vous avez vu, quand on est loin du papy, on a une lumière rouge, et plus on s'en approche, on a une lumière blanche. Donc c'est grâce à ce jeu de lumière que les avions et les pilotes arrivent à se caler pour faire leur atterrissage. On joue quand même avec la haute tension, même si on croit que c'est des ampoules de 12 volts, c'est comme la haute tension, 5-6 000 volts. Et on ne remplace pas une ampoule sur une piste, comme je vous dis, comme on remplace une ampoule chez soi. C'est pas tout à fait pareil.
assez diversifié puisqu'on s'occupe, nous, techniciens de l'aéroport, aussi bien du balisage, donc côté piste, et on s'occupe de tout ce qui est électrique au niveau de l'aéroport, et on va jusqu'à intervenir sur le parking. Donc on couvre vraiment toute la surface de l'aéroport avec des technologies complètement différentes. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai qu'on la voit à travers le hublot d'un avion, mais avoir le privilège de se promener comme ça, oui, je pense que ouais. Moi j'apprécie énormément. J'ai le tour de balisage, visite terminée, à plus tard, bonne journée. 910 le vent, 100 degrés, 19 nœuds. Par la bretelle alpha, le poste 5. Bretelle alpha, poste 5, comme ça, 910. Ici, on se trouve dans le centre de contrôle de l'aéroport de La Réunion Roland-Garros, qui a une compétence pour s'occuper du trafic aérien aussi bien sur Gillot et également l'aéroport de Pierrefonds. Les contrôleurs gèrent aussi bien les avions qui sont à l'atterrissage et au décollage, mais également les avions en transit. Donc notre rôle principal, c'est d'assurer la sécurité de tous ces avions qui vont du gros 747, 777 jusqu'aux petits ULM, puisqu'on s'occupe également de l'aviation générale à La Réunion. On est prêt pour un départ dès que possible avec une sortie par le Colorado. Fox Bravo Golf, maintenez position, un Airbus 330 à l'arrivée 14, je vous rappelle. On fait donc le travail en tour, en approche, en centre en route. Tout ce qui est instrumental, là, c'est bon, le vent, les pressions, tout ce dont les pilotes ont besoin, en fait, toutes les infos qu'on doit leur transmettre. Donc notre zone de responsabilité, c'est à peu près un cylindre qui fait 150 nautiques de rayon, donc 300 km. 27 minutes avant l'atterrissage, ils nous contactent. Et avec l'île Maurice, par contre, ils nous contactent un quart d'heure avant de se poser à peu près, puisqu'il y a une quarantaine de nautiques en fait, de séparation. Ça, c'est beaucoup plus court. Combien d'avions vous êtes en train de gérer là en ce moment? Oh, ben là, maintenant, ils sont tous posés, presque 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des strips. Et chaque bandelette de papier ça représente un avion. Donc en fait, après, il y a un classement de tableau. En fonction de la position, en fait, quand deux avions sont conflictuels, on les met ensemble. Ils évoluent. Là, le Corsair, il était en approche, il était là. Je l'ai autorisé à atterrir. Donc au préalable, je savais que sur ma piste, qui est représentée ici, j'avais des tracteurs. Donc je les ai fait dégager. Ensuite, je l'ai autorisé à atterrir, il était sur la piste. Et puis il a dégagé. Hop, il est en train de rouler sur les bretelles. Victor Delta Alpha 2872, contact Mauritius Center 129.3. Bye bye. On enregistre toutes les informations qui sont de météo, comment on utilise les pistes, comme en ce moment on a des travaux sur la piste 1230, on signale au pilote que la piste est fermée et en fait c'est comme un répondeur téléphonique qu'on peut consulter à la fréquence, ce qui permet aux pilotes qui vont venir, soit qui viennent sur la plateforme ou qui vont en partir, d'écouter ça tranquillement avant de nous contacter sans encombrer la fréquence de trop. 07 10 Rayon 114, rappelez stable niveau 100. Vous avez toute une phraséologie, un langage très spécifique. Oui, bah, c'est pour être sûr que tout le monde se comprend, qu'il n'y ait pas une confusion entre ce qu'on veut dire et ce que le pilote comprend, c'est obligatoire. Vedette Mapperine, bonjour, je reçois 5. 5 également pour la Mapperine, merci, bonne journée. Bonne journée également, au revoir. Donc c'est une nouvelle langue que vous apprenez à l'école. C'est vraiment le B.A.-ba à l'école, hein, on commence par ça. Ouais. Alors ça fait le Yankee approuvé pour un déplacement du 5 au 13, rappelé au 13. On n'est pas au service des compagnies, on s'occupe aussi bien des petits avions que des gros. Le nombre de passagers ne va pas déterminer forcément des priorités. C'est vrai que bon, pour des raisons d'économie, c'est vrai qu'on va essayer de ne pas retarder les avions commerciaux par rapport aux petits, mais on rend un service de qualité également aux petits avions. Ouais. Qui rentrent pas, ça se plus après. Lui, il veut aller sur la château. Je sais pas si on peut reprendre le tracteur 2 qui est dans les broussaillards.
Maillot Joronnet, conducteur Renault 4 et le Breton Salueil. Cambrai, conducteur Renault 2 et Malé Bernard, équipier Renault 2. Aujourd'hui, l'inspection de piste sera le Renault 1. On passe les consignes à tout le monde. Ce qui s'est passé la veille, ce qui se passera aujourd'hui. Donc tout est passé, tout est dit du moins dans ce quart d'heure. Après le briefing du matin, donc chaque pompier a eu son piquet, donc son poste. Donc il sait sur quel camion il va travailler pendant 24 heures. Donc bien entendu, avant de prendre un véhicule, on doit faire son contrôle. Tous les moyens hydrauliques sont vérifiés, donc toutes les vannes, les ouvertures et fermetures des vannes et les essais en eau. Chaque camion a 9000 litres d'eau et 1100 litres d'émulsion. La mission du pompier d'aéroport, c'est d'assurer la sécurité des passagers et des aéronefs et au décollage et à l'atterrissage. Il n'y a pas, heureusement pour nous, pour la population, qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents d'avion, c'est relativement rare. Néanmoins, cette caserne elle est justifiée du fait qu'il y a quand même beaucoup de prévention à faire avant le décollage ou l'atterrissage d'un aéronef. Si malheureusement il devait y avoir un crash, ils doivent être en mesure d'arriver sur le lieu du crash en moins de 3 minutes. Depuis la caserne, disons que ça sonne, ils ont 3 minutes pour arriver sur le lieu d'intervention et mettre en œuvre les moyens que vous avez, les moyens plutôt puissants qui permettraient de sauver les vies humaines. Du matériel imposant qui coûte cher, oui, aux alentours de 600 000 € l'unité. Pour être opérationnel, nous en faut 3. On en a un 4e qui, au cas où il y a un problème sur un des véhicules, et ben, le 4e prend la place de ceux qui est défaillant. C'est un très beau métier parce qu'on découvre plein de choses par rapport à nos collègues qui sont des pompiers départementaux, par exemple, de la ville. Donc c'est un métier où l'outil est vraiment performant. Et vraiment, quand on est dedans, il y en a beaucoup de gens qui nous envient de notre côté, quoi. Ils nous disent souvent que pompier aéroport, c'est un métier qu'on ne fait pas beaucoup de choses. C'est vrai, c'est un travail d'attente, mais c'est un travail passionnant puisque l'attente, il faut vraiment, le danger, il est latent, quoi. Donc il faut être prêt au moment voulu. Nous sommes un aéroport d'une île d'un département français situé à 10 000 km de là. Bien évidemment, ça a une symbolique très particulière. En l'occurrence, c'est là où 90%, 99% de la population entre et sort, 99% également des touristes entrent et sortent. Nous avons franchi depuis 2011 la symbolique des 2 millions de passagers. Je pense que cette année, nous y serons encore. Dans ce cas, nous faisons partie des 11 premiers aéroports de la France métropolitaine. Au sein de l'aéroport, nous avons à peu près, on va dire grosso modo, un peu moins de 2000 personnes qui vivent entre l'ensemble des activités, l'ensemble des entreprises qui sont présentes à l'aéroport. Et ces 2000 personnes ne sont pas là instantanément, puisqu'en fait, comme vous le savez, l'aéroport vit 24 heures sur 24. Dans ce cas, on peut dire que est présent instantanément sur l'aéroport environ 800 personnes simultanément. On parle de communauté aéroportuaire parce que nous avons là-dedans des services de l'État, des services de l'aéroport, des services des entreprises, autres qui participent en tout cas à la vie de l'aéroport et puis bien évidemment nos clients principaux, les compagnies aériennes. Nous exerçons ce métier d'exploitant pour le compte d'un mandant et le mandant, eh bien, c'est notamment les services de l'État, ils sont là. Ils sont présents, ils organisent notamment tout le métier de la régulation économique, le métier de la surveillance aéroportuaire. Tous ces métiers-là doivent concourir effectivement à ce que le traitement du passager, encore une fois on revient à cette notion qui est extrêmement au centre, au cœur de nos métiers, c'est que le traitement du passager soit totalement pris en compte dans le respect de la réglementation, dans le respect de la nécessité pour nous en tout cas de faire en sorte que ce traitement soit le plus court possible et de faire en sorte que ça se fasse dans le meilleur confort possible.
that they only must show at the check-in counter their own luggage that they have self-made. Thank you. Hier, on avait fait un petit point sur le contrôle qu'on doit faire aujourd'hui. On fait un contrôle de visa transit aéroportuaire sur un vol en provenance de Madagascar qu'on a ciblé aujourd'hui. Le vol est prévu à midi. C'est un avion qui est chargé d'environ une centaine de passagers. Nous allons contrôler les passeports des personnes qui débarquent. Qu'est-ce qui est important de regarder dans le document, là, dans les documents qu'on va vous fournir? Mais déjà, si c'est la bonne personne qui se présente avec le bon passeport, et puis regarder éventuellement si elle est en transit ou pas. Il ne faut pas trop s'attarder parce que bon, il y a le vol quand même une centaine de personnes, donc entre 10 et 15 secondes à peu près. Et si on a un doute, il y a nos collègues derrière qui approfondissent le contrôle. Rien à signaler? Aujourd'hui, rien à signaler, tant mieux pour nous. Je dirais donc, puisque si nous découvrons, évidemment, cela veut dire que des gens tentent d'entrer et de migrer sur le territoire français de manière hors la loi. En 2012, nous avons fait environ 90 refus d'entrée sur le territoire français. Parmi ceux-là, nous comptons environ 24-25 faux documents. Des documents français essentiellement qui sont falsifiés ou contrefaits totalement. Sur l'aéroport Roland-Garros, la service de police aux frontières s'occupe donc de la partie immigration. Nous avons un rôle aussi dans le domaine de la sûreté aéroportuaire. L'aéroport Roland-Garros est un commissariat, je dirais, à part entière, puisqu'on y prend des plaintes pour vol, pour violence, pour des faits d'agression sexuelle qui peuvent se produire sur le site ou à bord des avions de manière rare, mais ça arrive. Il peut s'agir d'enquête d'essai, comme nous en avons eu il n'y a pas très longtemps. Nous sommes donc toujours sur une affaire d'enquête d'essai à bord d'un aéronef. Ça peut être des violences habituelles, ça peut être du vol, du vol dans le bâtiment, par du privé, au sein des entreprises locales. Salle de veille pour Cardinal, monsieur Motora. Salle de veille, te reçoit Fort-Éclair, Cardinal. Fort-Éclair également. Là, on va faire un effarouchement. La réglementation nous impose de le faire à chaque mouvement d'avion. Ça sert à éviter, au niveau des volatiles qu'on peut trouver sur la plateforme, des collisions entre l'aéronef. Nous, on est là, sur place, toute la journée pour justement veiller à ça. Voilà. On fait ça vers la piste et en fait, dès que les oiseaux, quand ils entendent le bruit, ils s'envolent. Voilà. Vous avez aussi un effaroucheur fixe, que celui-là est commandé directement par le standard. Là-bas, il y a un pompier qui est en pied et donc moi, par radio, je lui dis de déclencher l'effaroucheur fixe. Et alors, sur ces effaroucheurs-là, c'est enregistré des oiseaux type un peu rapace. Hein, qui, quand les oiseaux ils entendent ce bruit-là, donc ils disent hop, il y a un danger et puis ils s'en vont. Ocean 249, cleared for takeoff, runway 14, wind 200 degrees 06 knots. Takeoff, runway 14, Russia 249. Donc là, l'avion va décoller, là. Il est prêt au décollage. Lorsque l'avion va atterrir, on doit bien vérifier que sur la piste, il n'y a pas d'oiseaux qui se posent. On a aussi, tout autour des pistes, on a une grande clôture. Et de temps en temps, par le biais de la rivière ou bien par les branches, par les bouches de tout à l'égout, il y a des chiens qui arrivent à rentrer. Donc on doit aussi chasser les chiens. Donc on doit rester en vigilance H24. PCT, bonjour. Vous avez un gros problème sur votre éditeur de tag.
En effet, ok. Pourriez-vous me donner les numéros du tag, s'il vous plaît? Alors ici, on est au poste de coordination technique. C'est l'endroit où on reçoit l'ensemble des demandes d'intervention sur tous les systèmes qui sont en fonctionnement à l'aéroport. Ben, nous allons intervenir dans quelques instants. Grosso modo, on a 27 000 m² de bureaux sur l'aérogare, uniquement l'aérogare passager. Au fret, il y a 3 000 m² de bureaux supplémentaires, il y a 8 000 m² de hangars. Dans toutes ces surfaces-là, il y a des équipements, il y a de l'éclairage, il y a des portes, etc. Donc tous ces équipements-là doivent être opérationnels sur une année complète. Toutes demandes d'intervention confondues, plus de 5 500 demandes par an. Mais on a d'autres types d'activités comme la mécanique, peinture, menuiserie, maçonnerie, plomberie. Ça se passe plus à l'atelier TCE. Ça peut être vraiment de tout, hein. Une porte qui coince, une serrure qui bloque. C'est des appels constants où on doit intervenir le plus rapidement possible en fait. On fait aussi quelques créations. Là, par exemple, on travaille sur un prototype de la nouvelle banque d'enregistrement qui sera mise en place lors de l'agrandissement du hall. C'est motivant, c'est gratifiant de pouvoir créer de nouvelles choses et de les voir après installées comme ça sur notre lieu de travail. C'est très gratifiant. On ramasse et on évacue les déchets pour éviter que les réacteurs dispersent les herbes sur la piste. Après, on fait de conneries, il faut être vigilant, très attentif. Là-dessus, toute erreur n'est pas pardonnable, donc il faut être très, très attentif. C'est un beau travail. On est dans une bonne équipe, on s'entend bien, chacun se relaie. Une fois on prend un débroussaillage, une fois c'est les souffleurs, et c'est, comment dire ça change à chaque instant. On a environ 120 hectares d'espace vert qui sont répartis tout autour des pistes. Au niveau des instruments d'aide à l'atterrissage, l'état de surface, le volume de végétation sur la zone qui entoure l'instrument participe aussi à la qualité du signal. Donc on doit maintenir un niveau de végétation assez bas pour que le signal soit constant et suffisamment exploitable pour les avions pour leur permettre d'atterrir avec ces instruments. Si le vent tourne et qu'il y a des déchets de coupe qui se déversent sur la piste, on peut aussi faire intervenir la balayeuse. On a un système de soufflerie très puissant et on peut comme ça, en 2 passes, nettoyer la piste des déchets de coupe. Pour remonter Alpha, rejoindre le camion débroussailleur avec le tracteur numéro 10, s'il vous plaît. Il y a aussi le camion balayage général du côté. On travaille en fonction de la taux de contrôle, une collaboration de la taux de contrôle avec la radio. C'est eux qui décident tout. Débroussaillage pour le vent, rappelle à 14 dégagés. Oui, sur pour le vent, rappelle 14 dégagés, débroussaillage. Donc c'est eux qui nous donnent les consignes, s'il faut commencer à travailler, s'il faut arrêter, quand l'avion arrive, on dit au dégage, on s'habitue. Pour moi, c'est important que quand les passagers, quand les touristes arrivent sur l'île, ben, ils découvrent déjà une piste propre et voilà. C'est déjà cette fierté-là de mettre une partie de l'île nickel pour que tout le monde voit ça. Pour ce juillet de Lima, espacement régie 14, autorisé atterrissage, le vent 110 degrés, 16 nœuds. 14, 500, je suis là. Report final runway 14 for information, Boeing 737 is backtracking runway 144. Delta Mike à 14 libéré par Golf. Delta Mike, vous m'appelez Golf dégagé. Parce que lui il veut rouler aussi. Golf dégagé, Delta Mike. Facteur de débroussailleur, c'est noté. En fait, si je devais définir mon métier, ce serait vraiment permettre aux avions de faire le vol qu'ils ont prévu dans les meilleures conditions de sécurité et de rapidité également.
c'est très important, on n'a pas droit à l'erreur, hein. C'est pas comme un jeu vidéo où on peut rejouer la partie. Donc c'est vrai qu'on prend pas mal de marge et grâce à la formation dont on dispose à Toulouse, on a quand même les meilleurs outils pour pouvoir assurer une sécurité optimale. The 218 makes about 4 Victor arrival and descend initially 7,000. Ça nécessite un self-control, quelque chose de particulier, enfin une gestion. Oui, enfin, je pense que c'est un petit peu fantasmé tout ça. Donc c'est une technicité qu'on apprend. Enfin, voilà, c'est plus un savoir-faire. Je pense qu'on a appris lors de nos études et qui, une fois acquis, fait qu'on a relativement confiance en ce qu'on fait. C'est un peu comme, je sais pas, apprendre à conduire, quoi. Je sais pas, quand vous avez appris à conduire, on vous a appris à vous arrêter un stop, on prend certains repères. Nous, on nous a appris aussi dans notre travail. Et une fois que ces repères-là sont intégrés, on n'y pense plus, que ça se fait naturellement, quoi. Est-ce que le côté fantasme dont vous faites état, c'est peut-être aussi le fait que vous gérez des aéronefs dans lesquels il y a des centaines de passagers, donc ça prend une proportion. C'est ça un peu la chose. Je pense que c'est sûr qu'il y a ce côté sécurité et puis le fait que quand effectivement pas bien dans l'aviation civile, c'est assez spectaculaire, quoi. Donc ça marque les esprits. C'est pas. Donc je pense que c'est lié à ça, quoi. Et après, sans dire que nous on n'y pense plus, on a une vision un peu plus, on va dire, plus déshumanisée, plus professionnelle de la chose. Donc voilà, et parfois on peut imaginer que l'avion qu'on pourrait voir, là on dit qu'on ne les voit pas à La Réunion, mais qu'on pourrait voir sur un écran radar, ça reste un plot qui se déplace sur un écran et qu'il faut amener d'un point A à un point B. Voilà, décollage de Pierrefonds, on passe 2500 pieds monté vers 150, passeur 3 Sierra, on estime passeur à 0,710 unités d'ordre. Avion 114, rappelez stable niveau 150 sur la Passard 3. J'aimais beaucoup les avions, comme réunionnaise, on a toujours un peu l'œil sur l'aviation. Ouais, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, ouais, quand même. Puis il y a beaucoup aussi de contrôleurs à Gilo là, qui eux sont passionnés aussi, qui pilotent, donc ils sont aussi de l'autre côté. C'est vrai qu'on s'intéresse un peu à tout, au type avion. C'est des choses qui sont très importantes dans nos métiers, surtout quand on doit faire des informations aux autres pilotes, bien savoir les machines, savoir ce qu'on peut leur demander ou pas. C'est un boulot de passionné, mais c'est vrai que c'est un monde que moi personnellement j'aime bien et j'adore mon métier, c'est clair. Donc là nous allons en briefing avec nos agents pour donner toutes les informations sur le vol de ce soir. Bonjour tout le monde. Allez, le vol de ce soir, départ à 21h10. Il arrive demain à Orly à 9h05. Nous avons au total 280 passagers plus un bébé. Rien de spécial. Le vol est plein, donc attention à la cadence, comme d'habitude. Agnès, tu es à la 10, responsable d'embarquement. Anne-Béatrice à la 11, Amina à la 12, Johan à la 13 et Kazi à la 14. Merci, bon vol. Merci. On vient récupérer le matériel d'enregistrement, donc les tags et les câbles, c'est-à-dire ce qui nous sert à poser les étiquettes sur les valises, et les câbles, c'est les cartes d'embarquement, cartes d'accès à bord en fait. Il faut lancer l'ordinateur et mettre l'affichage aussi au-dessus de nous pour que les passagers puissent se repérer facilement en fait. 2 personnes, hein. On essaie d'être le plus accueillant au maximum, avoir le sourire et d'essayer de faire que ce voyage soit un moment agréable pour le passager. Oui, je vais regarder ça. Vous voyagez tous les deux dans les valises, rien d'inflammable, rien de corrosif. Attention par contre. Et les agents qui sont là donc traitent les bagages en fonction des différents conteneurs. Donc ça c'est un scan qui est en relation avec le checking
Le bagage qui est enregistré, on sait à quel moment il est enregistré, dans quel conteneur il va partir et aussi à quelle position il va être dans l'avion. Nous, en fait, avec ces appareils, on scanne tout ce qui est bagage. Ça nous permet d'avoir plus d'informations au niveau du chargement et ça nous aide quand même pas mal. S'il y a une recherche de bagage, ça nous donne tout le nom du passager, le numéro de bagage et l'heure à laquelle il est passé. C'est pas un métier facile où c'est vrai qu'on fait facilement des charges lourdes. Bon, on en a facilement 17-13 tonnes de bagages, mais bon, ça fait partie du métier, quoi. Et surtout, il faut regarder, même si on a l'habitude de charger les bagages, il faut toujours regarder la destination et le numéro de vol. Comme ça, on est sûr de ne pas mettre des bagages qui partent sur d'autres destinations. Là, on est bientôt à la fin de l'enregistrement, à peu près 300 passagers sur le vol. On en a à peu près 150 qui arrivent à la dernière heure, en fait, avant de la fermeture, donc ce qui fait que ça retarde souvent la fermeture. Oui, bon, j'écoute. Béatrice, des affiches ton guichet, fixe ta file. Bah, tu fermes. Merci, bye bye. L'instrument est terminé pour moi, donc là on ferme tout pour aller à l'embarquement. Oui, j'ai eu l'accord de Lyon pour prendre le last. Allez, bye bye. Nous avons un passager qui est arrivé après l'heure limite de l'enregistrement et on a eu l'accord du commandant pour le prendre, donc on le prend. On essaie de faire le maximum pour accepter tous les passagers, même ceux qui arrivent en retard, parce qu'il faut savoir que l'enregistrement ferme 1 heure avant le décollage. Mais il s'avère qu'à partir du moment où on a pris certaines décisions, au niveau du kérosène, etc., on ne peut plus ouvrir le vol et des fois on en refuse. On est le centre nerveux en fait de l'aéroport, donc c'est sur nous que repose tout le déroulement du vol, les opérations. Il faut être réactif, il faut suivre, il faut surtout beaucoup communiquer. Alors on utilise un logiciel qui nous permet de répartir les charges à bord d'un 737 aujourd'hui. C'est un résumé du chargement, passagers, bagages, fret. 120. C'est pour ça qu'on donne au chef manutentionnaire en fait un plan de chargement. Donc ce plan, il nous sert à répartir les différents AKE, donc conteneurs dans l'avion. Et par rapport à ça, un centrage est défini. Paris nous envoie tous les documents nécessaires pour la préparation de vol des pilotes. Et donc nous on les imprime et ensuite on les dispose et quand ils arrivent ils préparent leur briefing. Route aérienne, météo, plan de vol, le nombre de passagers qu'il y a normalement, la prévie fret aussi qu'on va charger ce soir sur le vol. Et puis avec tout ça il voit s'il peut prendre un certain nombre, enfin une certaine quantité de carburant. Eux, ils vont me dire estimé exactement. à 163,9 avec les GP. Il y en a 13. Et ils vont me recalculer ça, ils vont me dire comment c'est, et puis on verra en fonction. Nous, on va préparer ça d'abord. Okay. Et puis ensuite, on verra à la dernière minute. En fait, en ce moment, ils peuvent faire une escale à Nairobi. Des fois, ils le font, des fois, ils le font pas. Et ce soir, apparemment, il aimerait bien faire un direct, donc jusqu'à Paris. Donc il a appelé le CAROPS de Paris et ils vont lui préparer un autre plan de vol en fait. Voilà. Donc et par rapport à ça, il va décider si est-ce qu'il s'arrête à Nairobi ou est-ce qu'il va directement à Paris. C'est le CNL, le MBD, c'est Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous débutons l'embarquement de votre vol Corsair International 911 à destination de Paris-Orly. On a eu un problème de charge vu que le commandant de bord a décidé de faire un direct. Économiquement, c'est mieux pour eux. Et puis je pense que l'avion est engagé aussi ailleurs après à Paris. Donc voilà. Donc il a voulu être sûr d'arriver à Paris à l'heure. Du coup, ça me change le chargement. Donc on est obligé de supprimer de la charge. Ça modifie un petit peu le centrage. Mais là, on était quand même bien quand même. On était toujours dans
dans la fourchette en fait. Alors on intervient à partir de 2 h du matin, donc on ouvre l'aéroport et on débute le nettoyage dans l'ensemble de l'aérogare, en zone publique et en zone réservée, zone d'embarquement et zone d'arrivée. L'équipe contient 40 personnes environ, mais comme c'est du travail de nuit, il y a des repos qui sont organisés, donc sur site il y a environ une trentaine de personnes. C'est Dieu le réveil. Mais après, quand on est arrivé ici, c'est parti. Le travail de nuit reste difficile et c'est vrai qu'aux environs de 4 h du matin, on a un petit moment de creux. Voilà, c'est le moment qui est vraiment délicat, mais c'est un rythme à prendre et c'est une habitude qui vient ensuite. Il faut que tout brille, il faut que tout soit nickel. Les gens qui arrivent, c'est propre, c'est agréable, il n'y a pas de saleté. C'est un critère de satisfaction du passager qui est très très important. C'est ce qu'on voit en premier quand on arrive. On fait un contrôle régulier avec le personnel de l'aéroport même. On vérifie que tout soit bien nickel. Donc dépoussiérage, le balayage, tout ça. Donc il y a du boulot. J'enlève le chewing-gum. J'ai un grattoir et puis j'enlève le chewing-gum. Parce qu'il y a des passagers qui mettent le chewing-gum sous les bancs. Il faut tous les bancs, quoi. Et bien les caresser, hein. Chewing-gum, hein. Alors, on se réveille à 1 h du matin, pour arriver à 2 h, donc il faut garder le sourire. C'est mieux, non? Il y a des gens qui viennent, ils nous félicitent, ils disent ah, c'est propre. Comme une fois j'ai été félicitée pour les toilettes, j'ai dit merci. Mais ah oui, ça fait très plaisir, très plaisir. On veille à ce qu'il y a toujours des chariots à l'arrivée du parking, au niveau de départ de l'aérogare et salle d'arrivée et pour les passagers d'arrivée. Qu'il y en ait partout pour que les passagers soient très satisfaits, quoi. Toujours là pour eux et puis pour les mettre le plus à l'aise possible, quoi. Dans les deux côtés, il y a quand même 250, voire 500, 600 chariots chaque jour, quoi. Et puis il y a la nouvelle salle tapis 3, livraison 3. Là, on peut arriver jusqu'à 200, 300 chariots. Quand c'est en haute saison, donc on charge un petit peu plus de chariots. On va avoir même 600, 800 chariots. Là, il est 5h15 du matin. Ma mission, c'est l'ouverture de l'aéroport ce matin, parce qu'il y a un premier vol à 7 h. Et donc, il y a l'enregistrement des bagages, il y a les personnes dans l'enregistrement. Et il y a une mise en place avant l'ouverture. Roland Garrossol, bonjour, ici Sécurité 1, parking commercial. Sécurité 1, bonjour. Bonjour, parking commercial, souhaiterait emprunter la bretelle Charlie et remonter vers le seuil de la 1432. Oui, alors Sécurité 1, vous pouvez rouler. Je roule, je rappelle une fois dégagé. La visite, elle consiste à vérifier s'il n'y a pas d'objets, de faune, des trucs comme ça sur la piste. Pour des objets qui ne gêneraient pas les avions au décollage et aux atterrissages.
On doit faire la visite à chaque fois pour confirmer qu'il n'y a rien sur la piste. On fait toujours ça avant le premier mouvement du matin et on en refait une autre en général en milieu d'après-midi, vers 15h ou 16h. Ou sinon c'est à la demande de la tour de contrôle. S'il y a éventuellement, il pourrait y avoir quelque chose, donc on fait une visite à la demande aussi. Roland Garros sol pour le sécurité 1, la piste 1432 est dégagée. Roland Garros sol de sécurité 1, la bretelle alpha est également dégagée. Merci monsieur, bonne journée. Au revoir. La salle de veille, la sécurité est rentrée. Bien reçu pour la veille. Au niveau de notre première inspection, on n'a rien trouvé particulier. Mais lors du chantier qui est actuellement sur place, ils ont découvert des plaques d'aluminium. Après, il y a toute une procédure. Moi, je les ai récupérées. J'ai fait ce qu'on appelle une notification, ce qui se fait actuellement sur tous les aéroports. Cette notification, elle va remonter vers la Direction générale de l'aviation civile. Et quand il y a gravité, ça peut aller même jusqu'à Paris. Ils vont décortiquer l'affaire, ils vont remonter jusqu'à la compagnie, etc., etc. Quelle compagnie, quel avion, à quelle heure, etc. C'est quasiment sûr que ça provient d'un avion. En règle générale, c'est des adhésifs que les compagnies utilisent quand il y a des micro-fissures. Quand les mécaniciens des compagnies jugent que l'avion peut encore voler, donc ils mettent ça dessus jusqu'à quand l'avion après arrive à destination pour pouvoir subir une visite. Donc là on est dans la salle bagages de soute où sont traités donc 100% des bagages de soute au départ. Donc les bagages sont enregistrés là-haut par les passagers et les bagages vont être convoyés dans toute la chaîne de sûreté. Donc le bagage va subir 5 inspections. Donc il va passer dans des appareils automatiques pour programmer pour la recherche d'explosifs. Puisque le rôle de la sûreté au bagage de soute, c'est la détection d'explosifs et de marchandises dangereuses. Ça peut être de l'essence ou des cartouches de gaz, ou là c'est plus pour la sécurité des passagers, des produits susceptibles de causer un incendie ou d'autres dangers. Donc tous les bagages enregistrés donc, ils vont passer dans des systèmes automatiques capables de détecter donc, des menaces. Et s'il y a une menace, donc le bagage sera conduit dans un local de fouille, où là on va appeler le passager et on va procéder à la fouille de son bagage, qui reste le moyen le plus performant pour le contrôle des bagages, mais moins rapide. Ici en fait, on a un poste où on va dispatcher les bagages vers les différents carrousels. Ici par exemple j'ai Paris-Charles de Gaulle et Austral, donc qui est défini sur le carrousel 1, carrousel 3 pardon. Donc là je vais envoyer sur le carrousel 3. Ici pareil, la même chose, Charles de Gaulle. Et sur le carrousel 1 on a le vol de Air France pour Paris-Orly. Ici, donc je vais dispatcher en fonction de la compagnie sur le carrousel. On n'a pas beaucoup de ventilation, c'est pas très bien aéré, mais on fait avec. On est là pour ça, pour bosser, donc on fait notre travail. Par contre, si on a un seul vol qui part que sur un seul carrousel, dans les temps creux, on peut le mettre en automatique. La machine en fait envoie directement sur un carrousel. Mais il ne peut pas dupliquer sur deux carrousels. Je dirais environ 3000 bagages par jour sont traités. D'accord ? Donc 3000 bagages qui empruntent le circuit enregistrement jusqu'au carrousel. En sachant que l'activité est concentrée notamment le soir, à partir de 19h jusqu'à environ 22h, ce qui correspond tout simplement au départ des vols vers Paris. Donc l'activité la journée elle est moindre et c'est surtout le soir.
je suis le major Christian Retournat. Je commande la brigade de gendarmerie et transport aérien de l'aéroport Roland-Garros. Nous avons deux missions essentielles, une mission de contrôle donc, de police aéronautique. Deuxième mission essentielle, c'est assurer la sûreté du transport aérien commercial civil. C'est une zone réservée, il faut considérer ça comme une bulle qui doit être préservée. Donc on s'assure que tous les agents qui travaillent soient habilités, possèdent un badge en état de validité. On s'assure également qu'autour des avions, tout se passe correctement, puisque l'activité autour d'un aéronef suscite beaucoup de prudence. Il n'y a aucune personne qui soit étrangère au service. Nous sommes dans le cœur même de la sûreté. Nous sommes ici dans le traitement du bagage de soute au départ. Ce n'est pas uniquement des matériels terroristes qu'on va chercher, mais c'est aussi du matériel prohibé au transport aérien. On a parfois des interventions à faire sur des conducteurs qui, je dirais, manquent de vigilance. Et donc soit ils font des accrochages avec un autre matériel, ou vous savez, on a eu deux cas d'accident où le véhicule, en fait, c'est un véhicule élévateur. Hein, en passant sous les passerelles, la caisse est restée accrochée à la passerelle. Donc là, vous faites un constat bien entendu, puisque là, donc, il y a en plus un litige, il y a un aspect préjudiciable. Hein, donc forcément, la gendarmerie des transports aériens va intervenir et faire relever le constat, bien entendu. Ici, on accueille tout le fret aéronautique qui arrive sur l'île de la Réunion. On fait le traitement de ce fret par dépallettisation. On répartit ensuite tous les colis qui arrivent à destination des clients qui nous l'ont demandé. Correspond, normalement, on doit avoir 23 palettes. Je dois contrôler s'il y a bien 23 palettes, si les numéros correspondent. Je répartis le périssable et les produits secs. On a beaucoup de fleurs, des produits frais, les fruits, légumes. On a également des animaux vivants, beaucoup de poussins. Tout dernièrement, on a eu des chevaux, des poissons, des oiseaux. Il y a la partie export. Là, on exporte davantage de fruits et légumes et un peu de poissons qui nous vient des mers australes. Sur notre plateforme logistique, on a 50 personnes. On a une vingtaine de tonnes qui nous arrivent tous les jours par les avions réguliers. Chaque pointeur a un terminal de saisie portable. Le pointeur doit identifier les colis qui sont périssables, les zones avec les matières dangereuses. Et puis après, on a des colis qui sont en visite phytosanitaire. Tout ce qui est aliments, c'est contrôlé. Tout ce qui est plantes, c'est contrôlé. Nos parents rentrent pas ? Il y a une pénibilité, surtout pour les manutentionnaires et les pointeurs, parce que parfois, ils sont obligés de soulever des colis qui font 50, 60, 70 kilos. Le dur, surtout quand il y a des colis de textile qui arrivent surtout le lundi et le mercredi. Ça, c'est des tonnes, une palette qui fait 2 tonnes, il y a des fois, il y a 180 colis, c'est dur. Et le plus petit colis, il fait 40, 50 kilos. Nous sommes au poste de coordination d'exploitation. C'est le bureau en fait qui s'occupe de tout ce qui est exploitation pour l'arrivée de moyens, petits porteurs et gros porteurs. Pour une arrivée par exemple, on gérera tout ce qui est parking avion, les passerelles s'il y en a besoin, les bus, les tapis arrivés et tout ce qui s'appelle téléaffichage pour les gens qui attendent.
Le PC au manchot? Oui, je trouve pour le Bangkok. À tout à l'heure, bye bye. Tu peux ouvrir porte 4 pour l'embarquement du Bangkok, s'il te plaît? Combien d'avions qui se posent en moyenne par jour ici? Ça dépend. Haute et basse saison, en arrivée, on peut avoir jusqu'à 25 en haute saison à l'arrivée et 25 au départ. Une saison normale, c'est à peu près une quinzaine. Lorsque c'est très juste au niveau du timing, on peut faire attendre avec l'aide de la tour, attendre sur le taxiway pour que l'avion libère le parking pour un autre. Et ça arrive de temps en temps parce qu'on n'a que 3 parkings avec des passerelles, donc ce qui nous permet d'optimiser en fait. C'est l'adrénaline parce que des fois c'est très très juste et on s'inquiète énormément et c'est vrai que ça donne envie, quoi. Ça booste et puis toutes les journées sont différentes l'une des autres, donc on se dit jamais que c'est la routine dans ce boulot. C'est toujours, surtout en haute saison, c'est vraiment de la gymnastique, quoi. Mais c'est très 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 stimulant comme boulot en fait, donc ça donne envie, quoi. À part les horaires, mais bon.